Bonjour à tous et bienvenue au 13h, les titres du journal. Vodou Days du 9 au 10 janvier dernier, les Béninois ont découvert un pan important de leur culture, un événement désormais inscrit dans les organisations officielles. C'est ce qu'a expliqué le chef de l'État dans un entretien avec la presse internationale. 19e sommet du mouvement des pays non alignés en Ouganda. 28 chefs d'État, des représentants de plus de 120 pays et plus de 4000 délégués prennent part à l'événement. La vice-présidente de la République a saisi l'occasion pour rencontrer des personnalités. Le dossier du jour s'intéresse à Banigan CFC, la grande révélation de la saison écoulée. Le club de la commune de Banikwara, qui ne cesse de surprendre les observateurs du football national, vient d'enchaîner une deuxième qualification en Super League Pro dans la zone A. Les Vodou Days sont susceptibles de heurter la foi d'autres religions, mais pour Patrice Talon, il s'agit de prendre en compte les intérêts de tous les Béninois, quelle que soit leur obédience religieuse. On l'écoute. Vous savez, les religions sont en compétition. Moi, je suis chrétien, catholique pratiquant, mais je vois combien mon action actuellement peut heurter l'intérêt de la propagation de la foi chrétienne, puisque chaque religion a pour vocation de diffuser la bonne nouvelle, d'avoir davantage de fidèles, parce que ce que les prophètes ou le Créateur ou Dieu attendent de chaque fidèle, c'est de faire des autres un fidèle de la religion. Donc la mission d'un chrétien normal est de diffuser la bonne nouvelle chrétienne. Donc ma mission en tant que chrétien, c'est d'abord celle-là. C'est apporter la bonne nouvelle aux autres musulmans, aux autres fidèles du religion vaudou, leur apporter la bonne nouvelle chrétienne. Et ça, c'est ce qui relève de ma foi et de la recommandation, de l'attente de l'Église à mon endroit personnel. Donc, il est évident que le clergé catholique doit trouver dans mon action peut-être quelque chose qui n'est pas conforme à ce que l'Église attend de moi. Mais au-delà moi, de ma foi, de la pratique de ma foi, je suis dans une charge aujourd'hui qui recommande que je travaille aussi bien pour les chrétiens catholiques, que ça aussi pour les musulmans, pour les évangéliques, pour les fidèles vaudous, d'abord. Puis deuxièmement, je dois identifier tous les facteurs de développement économique. Donc si pour les uns et les autres, tel aspect de tel courant religieux est d'un intérêt économique important, ou un intérêt culturel, artistique important pour mon pays, j'ai l'obligation, dans ma charge, dans ma fonction, d'utiliser les ressources publiques, d'utiliser les attributs d'État pour faire la promotion de tout cela parce que c'est d'intérêt global. Donc je fais bien la distinction entre ma foi, ma religion, les prescriptions de ma religion avec mon rôle qui est d'aller chercher partout où il y a un intérêt économique, il y a un intérêt d'épanouissement, il y a un intérêt de développement. Partout cela existe, il y a le devoir d'aller chercher et de promouvoir cela pour que, au-delà de la foi, les Béninois vivent bien économiquement, gagnent de l'argent, qu'il y ait des emplois pour tout le monde. Malheureusement, l'emploi n'a pas de couleur, n'a pas de foi, n'a pas de religion. Donc je mesure bien la complexité de la chose, mais les plus grandes actions sont celles qui sont complexes. Du 9 au 10 janvier dernier, les Béninois ont découvert un pan important de leur culture et différents cultes endogènes. C'était en réalité l'objectif premier des Vodou Days, désormais inscrits dans les organisations officielles. C'est ce qu'explique le président Patrice Talon dans cet extrait. L'un de nos intérêts majeurs, c'est aussi que le Bénin se découvre, que chaque Béninois découvre mieux son pays. Et c'est pour ça que nous avons dit depuis le début, notre ambition est de révéler le Bénin à nous-mêmes d'abord. D'abord. Ce n'est pas un langage politique et tout ce que nous faisons, notre première cible, c'est nous-mêmes, c'est le Béninois, c'est le Bénin. Et puis, secondairement, le monde. Même au plan économique, que les Béninois de l'intérieur du pays puissent venir à Cotonou, puissent aller à Porto-Novo, que ceux de Cotonou puissent aller à Boyeko, à Parakou, à Naitengu, aller voir les réserves animalières, ou aller à Niki découvrir mieux le cœur de la culture Batonou, qui est une ère socio-culturelle qui compose aujourd'hui le Bénin, que donc les uns et les autres aillent
se découvrent mieux, découvrent les autres régions, les autres cultures qui composent aujourd'hui cette mosaïque de la culture béninoise, est d'abord pour nous d'intérêt majeur et au plan de la connaissance de nous-mêmes par nous-mêmes et au plan économique. D'autant que quand je vais à Porte-Novo, quand je vais à Parakou, séjourner 1 ou 2 jours, quand je vais voir la réserve animalière, c'est de la consommation. Je consomme du transport, je consomme de l'hébergement, je consomme tout ce qui est nécessaire à la survie, je mange et consomme tout ça. Donc le volet économique aussi était très important pour nous-mêmes. Donc nous faisons tout pour que le tourisme au Bénin concerne les Béninois d'abord, puis les autres. Ça veut dire que notre cible n'est pas qu'internationale. 28 chefs d'État, des représentants de plus de 120 pays et plus de 4000 délégués, tous sont à Kampala, la capitale ougandaise, pour le 19e sommet du mouvement des pays non alignés. L'occasion est propice pour nouer des partenariats ou encore impulser de nouveaux rythmes à des rapports bilatéraux. Mariam Tchabita-Lata l'a saisi. Elle a tenu une rencontre avec son homologue du Vietnam et le président du Sri Lanka. Le point avec Jérôme Hongbo. L'établissement des relations diplomatiques entre le Bénin et le Vietnam date de 1973. Le Vietnam est champion dans la production de certaines céréales, notamment le riz, le maïs, et est le leader mondial de la production des noix de cajou. L'échange entre la vice-présidente de la République du Bénin et son homologue du Vietnam s'inscrit dans la démarche du Bénin visant à transformer les relations politiques traditionnelles entre les deux pays en un partenariat mutuellement avantageux. Entre le Bénin et le Sri Lanka, les relations diplomatiques sont au beau fixe. Le renforcement de la coopération dans le secteur agricole entre les deux pays est au cœur des échanges entre la vice-présidente de la République du Bénin et le président du Sri Lanka. La facilitation de la libre circulation entre ressortissants des deux pays est également abordée. Un accord est signé entre le ministre béninois des Affaires étrangères et la partie sri-lankaise. Il exempte de visa les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux pays. Retour au Bénin, l'Institut national de la femme travaille pour 0 femme victime de violences basées sur le genre. Sans assistance, les responsables ont tenu à cet effet une rencontre d'échange entre les acteurs de la lutte contre les VBG. C'est un atelier de clinique juridique et de procès fictifs dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou. Kolaole Boniface Biao. La clinique juridique et le procès fictif dans les juridictions. Ces deux activités mobilisent du 16 au 19 janvier les acteurs clés dans la chaîne de prévoyance et de lutte contre les violences basées sur le genre du ressort de la Cour d'appel de Parakou. C'est pour de meilleurs résultats dans l'épanouissement et le rayonnement de la femme au Bénin. À travers la clinique juridique doublée d'un procès fictif qui s'ouvre ce matin, il s'agit pour l'INF, d'une manière innovante, de lutter contre les violences faites aux femmes en semant le réflexe INF dans la chaîne de protection des victimes et en intéressant les autorités administratives et judiciaires à une collaboration plus étroite dans la lutte et la prise en charge des femmes victimes de VBG. Le secrétaire général de la préfecture de Parakou invite les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite des travaux. Je garde l'espoir que vous ne ménagerez aucun effort pour renouveler votre engagement et renforcer la synergie dans vos actions pour plus d'efficacité en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans notre pays. Satisfait pour la secrétaire exécutive au thème des travaux. Pleinement satisfaite, je vais dire, parce que voilà, nous avons pu véritablement avoir les acteurs de la chaîne de protection et de lutte contre les violences basées sur le genre qui étaient véritablement concentrés sur le message que nous avions à passer et qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin. Cette démarche de l'Institut national de la femme
prend en compte les juridictions de la Cour d'appel de Parakou, de Cotonou et d'Abomey. Protection de la femme au Bénin, on en parle toujours. La coopération suisse vient en appui aux acteurs dans le cadre de la lutte pour l'égalité genre. Elle a offert le 17 janvier dernier au ministère des Affaires sociales un lot constitué d'une cinquantaine d'ordinateurs portatifs, d'une cinquantaine d'imprimantes et accessoires, des équipements de bureaux destinés aux directions départementales et centres de promotion sociale. Les premiers acteurs de lutte sur le territoire en matière d'inégalité genre. Alexandra Diotan. Les actes de discrimination à l'égard des femmes et des filles sont légion au sein des communautés. Les violences physiques et économiques, les mariages précoces en sont quelques exemples. Pour y faire face, le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG, a vu le jour en 2022. Le programme PAEG nous permet de réduire la vulnérabilité socio-économique des femmes dans nos localités. À travers ce programme, nous arrivons à prendre en charge les femmes victimes de violences de façon holistique. Pour renforcer les acteurs de la lutte au plan institutionnel, un important lot de matériel informatique est mis à la disposition du ministère des Affaires sociales dans le cadre du PAEG. Notre soutien à votre ministère relève de la volonté d'accompagner l'État béninois dans sa marche vers un développement durable et équitable. Je voudrais d'abord vous remercier et dire combien le ministère des Affaires sociales est conscient de la problématique du genre. L'enjeu est en effet de taille. Si nous continuons pas à mettre en œuvre des actions de renforcement institutionnel, c'est pour que les violences cessent dans notre pays ou qu'elles se réduisent au maximum pour ne pas constituer un frein au développement de notre nation. Les femmes représentent à peu près 52% de la population. Il faut les laisser libres, il faut les laisser épanouies. Épanouies, les femmes pourront donner le meilleur d'elles-mêmes et contribuer à l'essor des familles et de la nation. Mais que comprendre du programme d'appui à l'égalité genre, quelle est sa durée, son champ d'action et quels sont les résultats déjà obtenus? Valérie Idossou, la chargée d'équipe de l'unité de gestion du programme, nous en dit davantage dans cet extrait. C'est un programme d'horizon de 12 ans qui est à sa première phase de 4 ans, qui a commencé en 2022. Donc la première phase va prendre fin en 2026. Son objectif, c'est de réduire les inégalités de genre au sein de la population béninoise et de réduire ainsi les vulnérabilités socio-économiques des femmes. C'est la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion du leadership politique féminin. Nous venons en appui aux ressources déjà mises à disposition par l'État pour augmenter le nombre de personnes prises en charge et aussi assurer une meilleure qualité de l'assistance. Un autre résultat phare aussi en termes de leadership politique féminin, c'est que nous avons recruté 500 jeunes femmes que nous sommes en train de former sur les questions de leadership. Nous avons conçu un référentiel de formation typique au leadership politique avec des versants féminins et nous avons démarré la formation de cette cohorte de jeunes femmes. Imaginez en 2026 le nombre de candidatures qu'il nous faudra aux élections. Donc nous préparons vraiment une pépinière de femmes qui soient capables de prendre position pour les élections prochaines et aussi pour prendre position dans nos administrations. Parce que lorsque vous êtes formé en matière de leadership politique, vous avez des aptitudes pour diriger, vous avez des aptitudes pour organiser un service et j'en passe. Dans le reste de l'actualité, le secteur privé a sacrifié à la tradition de la présentation des vœux en cette nouvelle année. À l'occasion de sa rentrée économique, les acteurs du dit secteur ont fait le bilan de l'année écoulée et se sont projetés sur 2024. Suivons ici les vœux du secteur privé au micro de Daniel Ada et de Ulvaeus Balogun. Nous sommes tous convaincus que l'année 2023 s'est achevée et n'a pas été une année facile
pour le monde des affaires béninois. Alors que l'économie béninoise a été globalement bien résiliente, elle a toutefois subi, comme la majorité des pays africains, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, la fluctuation négative du naira, des échanges climatiques et autres. Et en réaction, le gouvernement béninois a pris des mesures pour contrôler les prix du carburant, de l'électricité, de la farine de blé, du pain et autres produits, et également augmenter le SMIC et aussi améliorer la situation salariale des travailleurs afin de préserver le pouvoir d'achat de nos populations. Conformément à notre vision de bâtir un secteur privé fort, œuvrant à la prospérité de ses membres, le CNP a intensifié ses actions de plaidoyer et de soutien aux entreprises. Nos actions se focaliseront à la fois sur des visites, des rencontres avec les autorités politiques pour porter le plaidoyer de l'amélioration de l'environnement des affaires et du soutien aux entreprises. Mais aussi, nous devons œuvrer pour le renforcement du cadre de concertation permanent d'échange secteur privé et État. Tout au long de cette année 2024, nous nous attacherons à poursuivre le plaidoyer afin d'œuvrer à créer les conditions pour un secteur privé plus compétitif, capable de conquérir de nouveaux marchés au plan national et international. Décès de Jérôme Carlos après sa disparition, qu'il l'ait côtoyé ou pas, des journalistes rencontrés dans les rues de Porto Novo par Calvador Aronou et Nathalie Doris Olabi se souviennent de l'illustre disparu. Jérôme Carlos, c'est une bibliothèque. Jérôme Carlos, c'est une valeur pour la presse béninoise. C'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. Jérôme Carlos continue quand même d'être pour nous une source d'inspiration, une source de conseil, une source que nous consultons régulièrement dans nos pratiques quotidiennes, dans la pratique du métier de la presse. Ces nombreuses communications qu'il a données, ces chroniques qu'il ne cesse d'animer, quand nous continuons de pas revisiter ça, c'est dans la douleur, dans la révolte parfois que nous acceptons ce départ-là. Comme un adage assimile la mort d'un vieillard à une bibliothèque qui s'écroule, il faut reconnaître que c'est une gigantesque bibliothèque qui vient de s'écrouler justement au Bénin et en Afrique en général, puisque nous n'avons pas eu la chance de collaborer l'homme de son vivant, puisque tout petit, c'est nos doyens, c'est nos papas dans le domaine et tout. Mais il faut reconnaître que je n'ai souvent pas raté ces chroniques, parce que pour nous, ça a été une véritable source d'inspiration. Jérôme Carlos fait partie de ceux-là dont les plumes nous ont donc poussé à aller vers ce métier. Il fait partie de ceux-là dont les productions à la radio Cap FM nous ont amené justement à nous intéresser à ce métier de journalisme. Et quand nous avons appris le décès du vieux le 15 janvier dernier, c'était comme un coup de massue, puisqu'il faut avouer que c'est une véritable bibliothèque qui s'est écroulée et nous ne pouvons que demander à Dieu de l'accueillir dans sa sainte félicité. On ne va jamais cesser de pleurer Jérôme Carlos, parce que c'est une bibliothèque qui est partie par rapport à tout ce qu'il a fait dans le monde journalistique là. Et moi, il m'a beaucoup aidé en disant mon fils, prends courage, patience, notre métier, c'est pas facile, mais il faut prendre du courage. Mais il est parti, j'ai appris sa mort, vraiment ça m'a touché, ça m'a fait mal. Je ne peux rien, comme la mort est là pour tout le monde, que Dieu l'accueille dans cette demeure. Nous sommes à présent au cœur de Banigan CFC. La grande révélation de la saison écoulée ne cesse de surprendre les observateurs du football national. Le club de la commune de Banicoara vient d'enchaîner une deuxième qualification en Super League Pro dans la zone A, très relevée. Le parcours atypique de cette équipe de la Libourie, force, respect et admiration nous apprennent Patrick Ayadji et Judicaël Ayena.
Ambiance exceptionnelle d'un dimanche de football au stade Omnisport de Banikwara. Dans cette citadelle quasiment imprenable, toute une commune gonflée ici à bloc pousse son patrimoine, son équipe au succès à la fois historique et retentissant dans le championnat d'élite du Bénin. L'ambitieux et jeune projet Banigansé FC, c'est le fruit du sursaut d'orgueil légitime des populations. Les citoyens de Banikwara n'arrivaient pas à s'expliquer comment une si puissante commune comme Banikwara ne puisse pas avoir de club. Alors qu'à Parakou, il y a des clubs, à Djougou, il y en a, à Niki, il y en a, à Kandi, à Bembereke. Il fallait, nous, en tant que gouvernants, répondre à cette aspiration de nos populations. 3 saisons d'ascension fulgurante de la 3e division à la Ligue Pro, avec à la clé 2 qualifications à la Super Ligue Pro. Le chasseur s'est même aujourd'hui permis le luxe d'avoir les dents longues. En matière de production cotonnière, on nous connaît déjà. Nous voulons aussi exceller dans le sport et surtout dans le sport roi qu'est le football. Certains peuvent dire que c'est trop osé, mais on va voir à la fin de la dernière journée. Je veux, à la fin de la Super Ligue Pro, terminer en tête pour pouvoir participer aux compétitions internationales. Avec la collaboration de mes coéquipiers, je crois que nous pouvons le faire et avec l'accompagnement du staff technique. Mission difficile mais pas impossible dans une Super Ligue Pro dominée depuis 3 saisons par Coton FC et Loto Popo, les 2 actuels mastodontes du football au Bénin. Un maître mot, c'est le travail. Il y a un maître mot, c'est le sérieux. Il y a un maître mot, c'est la concentration. Quand on nous voit ici sur ce terrain, au fait, pour les séances d'entraînement, c'est pas chose facile. À des moments donnés, c'est de la mer à boire. À des moments donnés, c'est chaud quoi. C'est chaud. Mais je sais une chose, c'est à ce prix qu'on peut aller loin. Il y a d'abord la mairie qui accompagne le club et l'union communale des producteurs, les institutions de la commune également nous accompagnent. Il y a également de bonnes volontés, les cadres de la commune qui essayent de faire des gestes. Quand on parle de Banikwara, c'est d'abord le coton. Et Sodeco étant la société de développement du coton, nous accompagne. Des soutiens internes et externes qui ont tous un objectif en commun, celui de continuer à semer la joie dans le cœur des populations de Banikwara, elles qui s'identifient désormais à travers Banigansé FC. C'est une grande fierté pour nous. On rapporte pour vous les informations données par Monsieur Tout-le-Monde sur la toile. Au menu des Échos du Web, une polémique autour du coût du transport aérien à destination du Bénin et la CAN qui se joue aussi sur les réseaux sociaux avec des émotions et surtout le Bénin non qualifié sur le terrain, mais présent en Côte d'Ivoire. Les Échos du Web, c'est avec Stanislas Lincoin. Le transport aérien à destination du Bénin augmente de prix et la toile gronde. Selon les commentaires, le billet d'avion pour Cotonou coûte plus cher qu'en direction des destinations voisines, notamment Lomé. Face à la polémique, la direction en charge des transports au Bénin clarifie. Les compagnies qui desservent Paris disent que dans le même temps, au niveau de Lomé, que le taux de remplissage de leurs avions est très faible. Donc c'est une politique à leur niveau de baisser les prix pour attirer de la clientèle. Le problème avec les billets d'avion, ce n'est pas la théorie de l'offre et de la demande, réagit un internaute. Plus le taux de remplissage est élevé, normalement, les prix des billets d'avion baissent car les coûts sont souvent supportés par les passagers. Cette position est largement partagée. Un homme avisé, Habib, un pilote de ligne apaise. Selon le pilote béninois, la variation des tasses entre différents pays et aéroports peut également influencer la disparité des prix des billets d'avion à l'échelle régionale, voire mondiale. Le pilote fait des suggestions à l'aéroport du Bénin en vue d'améliorer son efficacité et sa compétitivité.
Loin de cette polémique, la CAN se joue dans les stades en Côte d'Ivoire, mais aussi sur les réseaux sociaux, en lieu et place des pays très attendus, mais qui déçoivent à cette compétition continentale. Des internautes forment grâce à l'intelligence artificielle une famille de désespérés qui fait déjà des calculs. Bon, on est de la même famille, pas besoin de 2 calculatrices. Avec une seule, on peut déjà commencer à faire nos calculs. À côté, des supporters pleurent dans des vidéos réelles, d'autres se montrent résilients, comme ceux-ci chantant « On n'a pas gagné, mais on s'en fout ». Le Bénin non qualifié à cette CAN semble être le supporter le plus célébré sur la toile. Et pour cause, Jacques Noumanvi et Michael Tobomé, tous 2 jeunes Béninois, ont pédalé de Cotonou à Abidjan en Côte d'Ivoire pendant près de 32 jours en vue non seulement de participer à la fête de football africain, mais aussi et surtout pour d'autres raisons. Nous avons des objectifs clairs, documenter la richesse culturelle, inspirer la bienveillance et promouvoir des attitudes éco-responsables. Avant le projet Aquaba Cycle Trap Art, Jacques Noumanvi avait réalisé courant février 2023 une performance personnelle en voyageant à pied de Cotonou à Natitingou en 46 jours. Le monde en bref nous amène en France, au Moyen-Orient, mais avant, on fait un tour en RDC où Félix Tshisekedi est investi pour un nouveau mandat. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, sorti largement vainqueur des élections de décembre, a prêté serment ce samedi. Il repart pour un second mandat de 5 ans dans un climat politique et sécuritaire tendu. Comme pour le lancement de sa campagne électorale, il a choisi pour son investiture le Stade des Martyrs, plus grande enceinte de Kinshasa, remplie au maximum de sa capacité de 80 000 places. Les présidents de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Zimbabwe et du Sénégal ont effectué le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture. Un recours de l'opposition devant la Cour suprême des Comores pour demander l'annulation des résultats de l'élection présidentielle du 14 janvier et l'organisation d'un nouveau scrutin libre et transparent. La commission électorale de cet archipel de l'océan Indien a annoncé mardi soir la victoire du président sortant Azali Assoumani avec 62,97% des voix et seulement 16,30% de participation. Des heurts ont opposé de jeunes gens exaspérés aux forces de l'ordre pendant 2 jours dans les rues de la capitale Moroni qui ont fait un mort et 5 blessés. Le porte-parole du gouvernement se réjouit de ce recours déposé par voie légale. Le nouveau Premier ministre et ancien opposant tchadien Succès Masra présente le programme de son gouvernement au Parlement de transition et promet le respect du calendrier et la tenue des élections dans les délais impartis. Soumis à un vote de confiance, le programme a recueilli 165 voix, soit 95,4% des suffrages des 173 députés présents du Conseil national de transition qui tient lieu de Parlement. Allez-y, avancez un tout petit peu, que vous soyez bien dans le champ. L'intelligence artificielle pour réapprendre à marcher en France. Appuyé sur ses béquilles, Jean-Luc Désiré se redresse pour un coup aller-retour et puis revient curieux devant l'écran. Grâce à l'intelligence artificielle, cette machine qui fournit dans l'instant une analyse complète de sa démarche, un nouvel outil précieux pour sa rééducation. L'appareil a été conçu en 2019 par la start-up Equinox, installée dans une pépinière d'entreprise de la technopole de Sophia Antipolis, près de Nice.
Dans la matinée du 18 janvier 2024, les troupes israéliennes ont détruit l'enceinte universitaire d'Al-Isra, une université privée au sud de la ville de Gaza. Al-Isra était la dernière université à ne pas avoir été bombardée ou intégralement explosée par l'armée israélienne. Plus de 4000 écoliers et étudiants ont été tués dans l'offensive. 231 enseignants ont connu le même sort et 756 autres ont été blessés. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.